C'est la saison des PSE, ça va être le gros des dossiers des DRH dans les mois qui viennent, de cette année 2021. On en prévoit beaucoup d'ici le mois d'avril. Et on néglige souvent de préparer ce bouleversement dans l'entreprise. On néglige d'appeler un psychologue d'entreprise. Pourtant, son apport est très important pour pouvoir réfléchir à la manière dont tout doit se passer. Donc j'ai invité Vicky Audibert d'Epsilon. Bonjour Vicky. Bonjour Jacques. Alors pourquoi est-il important de faire intervenir un psychologue d'entreprise au moment où on réfléchit à ce PSE et ce qu'on doit faire et comment on doit le faire? Oui, c'est bien souvent là qu'il y a un écueil, au moment de la conception, très en amont du PSE, qu'il peut être complètement intéressant de faire intervenir un psychologue du travail dans la réflexion stratégique. Parce que quand on envisage un projet de réorganisation, quel qu'il soit, en général, on est très au clair sur le point de départ, on est très au clair sur le point d'arrivée, en tout cas sur là où on souhaiterait arriver en matière de cible, et on oublie de réfléchir et le cheminement, le phasage. On n'arrive pas du point A au point B du jour au lendemain. Il va donc falloir penser ce phasage en plusieurs étapes et accompagner les collectifs de travail en ce sens. Et on oublie également d'éclairer les partenaires sociaux avec une étude d'impact. Or, il est bien question quand même de leur demander avis quant à ce projet, avis qu'ils ne peuvent remettre que s'ils ont l'ensemble des données sous leurs mains. Et donc, les éclairages dont ils ont besoin, ce n'est pas uniquement de connaître la cible telle qu'elle sera clairement définie une fois que tout sera stabilisé et que tout sera en ordre de marche. Ce qu'ils ont besoin de connaître, c'est le fait qu'on ait anticipé un certain nombre de risques dans la conduite du changement. Vous nous rappelez donc qu'on ne passe pas simplement d'un constat sur un tableur Excel à des conséquences sociales dramatiques, mais qu'entre-temps, il faut prendre en compte l'humain. Oui, et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que si ça arrive petit à petit, ça veut dire que ça peut s'anticiper. Et ça veut dire qu'il y a forcément des signaux ou des indicateurs qui nous permettent de nous alerter et de corriger avant qu'on arrive à des conséquences complètement délétères sur la santé des individus. Alors, quand le DRH vous appelle, vous intervenez comment dans ce cadre-là? Quelle est votre mission, en d'autres termes? Quels outils mettez-vous en place dans l'entreprise? Alors, quand le DRH nous appelle, il nous appelle du coup à ce moment-là sur une visée de conseil stratégique. Donc, ce n'est pas de l'opérationnel pur. L'intervention va se passer sur des temps de réunion où il va être demandé au psychologue du travail à ce moment-là, au sein du collectif de travail qui s'interroge sur le comment penser ce projet, il va être demandé au psychologue du travail d'assister en tant que conseil externe et d'apporter tous les éclairages nécessaires, psychosociaux, au regard de ce qui se dessine. Et donc, le psychologue du travail a à ce moment-là pour mission la mise en exergue des différents risques au regard des scénarios proposés ou envisagés par la direction et tout un tas de recommandations liées à la manière de conduire le projet. Et donc, conduire le projet, ça commence par réfléchir à la manière dont on l'annonce, à la façon dont les choses vont devoir être posées de façon officielle, et puis à la manière dont on accompagne à la fois le choc, le fait d'encaisser la nouvelle, et puis le fait de pouvoir la digérer et se remobiliser dans l'action, parce que l'entreprise doit continuer à vivre. Alors là, on a divers profils de DRH. Dans ce cas-là, les DRH de mission, donc c'est le métier d'arriver, de déclencher un PSE, et puis ce qu'on appelle vulgairement les nettoyeurs. Et puis il y a ceux qui sont les DRH de l'entreprise, qui sont quelquefois pas prêts à ce genre de choses, et qui doivent se sacrifier pour accomplir une mission qui les emballe pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire aussi sur ces DRH-là? Oui, il peut y avoir comme mission demandée aux psychologues ce que l'on appelle l'analyse de pratiques
professionnelle. L'analyse de pratique professionnelle, c'est un temps de supervision de pratiques collectives qu'on rencontre notamment dans le secteur dans les secteurs sociaux, dans les secteurs médicaux, plutôt dans le secteur donc hospitalier, où le psychologue a pour objectif de travailler sur les pratiques des équipes et de réfléchir à la déontologie, à l'homogénéité, de façon à ce que l'équipe travaille en toute cohérence et que ce ne soit pas confusant pour le reste des collaborateurs. Et cette pratique qu'on a tendance à penser uniquement dans le secteur hospitalier, elle prend tout son sens dans la conduite d'un changement parce qu'il est nécessaire d'accompagner les équipes RH et les superviser en leur offrant des espaces de réflexion où ils peuvent s'interroger sur les différentes manières de faire, prendre du recul et se mettre d'accord pour avoir une pratique homogène entre eux. Mais c'est surtout qu'ils le fassent de manière apaisée et de pas se sentir coupable de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire en fait. Oui. Ce sont des espaces où ils peuvent prendre du recul, effectivement. Ce sont des espaces où ils peuvent discuter entre eux de leur propre déontologie, de la valeur, de l'éthique autour du travail. Et puis, ce sont des espaces où ils réalisent quelles sont les contraintes avec lesquelles ils n'ont pas le choix, enfin pour lesquelles ils n'ont aucun choix, et quels sont leurs leviers d'action, parce qu'il y en a toujours. Quand bien même un PSE tombe de plus haut, dans une multinationale par exemple, il est rarement autour de la table des négociations, on retrouve rarement les acteurs décideurs, et donc les directions de site subissent elles aussi ces PSE-là, et il est important pour elles de comprendre que dans ce champ de contraintes, elles ont aussi un pouvoir d'action, des leviers, et dans les différentes manières d'opérer, certaines d'entre elles, si elles permettent de mesurer bénéfices ou risques, les rendront plus confortables dans l'idée d'agir de telle ou telle manière. Alors, quels sont les outils types que vous demandez à un DRH quand vous commencez votre mission? De quoi vous avez besoin? Ça dépend le type de mission. Si on est sur de l'accompagnement donc purement stratégique, on va leur demander dans un premier temps tout un tas de données sur les réflexions du projet. Qu'est-ce qui a pu amener à penser ce projet de telle manière? Comment ils l'ont élaboré? Quels sont leurs différents scénarios? Puis, on va également leur demander tout un tas de documents, d'indicateurs sur la santé au travail. Alors, la santé des individus, des indicateurs de type arrêt de travail, etc., mais la santé organisationnelle aussi. Donc, on va demander à regarder de plus près ce qui se passe au niveau des demandes de mobilité, au niveau du turnover, au niveau des fiches d'incidents. Et donc... les arrêts maladie. Oui, évidemment, évidemment. Et donc, effectivement, ce qui va nous intéresser pour les accompagner au mieux dans cette stratégie, c'est l'étude de leur système de prévention. Qu'est-ce qu'il existe déjà chez eux en termes de prévention des risques professionnels? Et puis, quelle est la maturité de ce système de prévention? Comment est-ce que les salariés appréhendent ce système de prévention? Est-il connu et est-il utilisé et donc est-il efficace? Donc, le document unique, il doit être nickel. Oui. Et un des écueils, souvent en entreprise, c'est qu'on a un document unique qui n'existe que pour des raisons de mise en conformité et pas comme un réel outil de pilotage. Si j'ai un conseil à donner sur la tenue du document unique, sans partir dans une usine à gaz, c'est bien de se souvenir que le document unique, c'est un document qui doit partir du travail réel. Ce n'est pas un audit des risques génériques de l'INRS. Donc sa porte d'entrée ne doit en aucun cas être une famille de risques, mais doit être l'unité de travail. Et le document unique, on ne le duplique pas d'une année sur l'autre. Il faut quelquefois le mettre à jour. Il faut le mettre à jour obligatoirement tous les ans, ou bien le mettre à jour à chaque fois qu'il y a une modification dans les conditions de travail, ce qui implique nécessairement au moment d'un PSE, si on le phase, des mises à jour très régulières du document unique. Voilà, ça c'est très très important, parce que le document unique, j'en connais, qui l'ont fait une fois, et puis que d'une année sur l'autre, ils changent la date. C'est peut-être un peu mieux qu'il faut faire, parce que si un jour vous avez un PSE, que vous faites intervenir un psychologue du travail pour l'aider dans son travail et faire en sorte que ça se passe au mieux, il vaut mieux que le document unique soit très clair et soit surtout très récent, parce que c'est un outil très riche pour vous d'enseignement. Oui, s'il est bien monté.
s'il ne répond qu'à un besoin de mise en conformité, on se rend bien compte qu'il y a un écueil et il va nous falloir aller chercher les informations autrement. Il en va du document unique comme de la base de données économiques et sociales, comme tous ces éléments-là, il faut qu'ils soient mis à jour constamment pour avoir une efficacité, sinon ils n'ont qu'une existence légale, et l'existence légale, ça a ses limites, quoi. Oui, et puis l'existence légale fait qu'on ne vit le document que comme une contrainte, alors que si on l'utilise correctement et qu'il porte ses fruits, il en devient un outil de performance et à ce moment-là, il devient un appui et plus une contrainte. Alors, au DRH qui nous regarde, ne négligez pas le document unique, ne négligez aucun document d'ailleurs, parce que ce sont des outils sur lesquels on s'appuie dans le cadre des éléments importants de la vie de l'entreprise. Merci Vicky. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu.